en France, à la fois il va... Alors, j'arrive. Il exhume la tradition libérale française, et puis en même temps, ce think tank s'attache à traduire la littérature libérale, anglo-saxonne, et autant de choses qui sont bien trop peu enseignées dans les milieux académiques français, ou même dans les lycées. Voilà. Donc, il va revenir avec Kevin B, qui est chargé de mission à l'Institut Copé, sur les questions de l'emploi, en prenant une des figures majeures de ce libéralisme à la française, qui est Frédéric Bastiat, et la fameuse maxime de ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, au sujet des politiques publiques. C'est bon, merci. Parfait, non, n'en dis pas plus. Alors, donc, je suis d'abord venu vous présenter une innovation technologique extraordinaire, ce sont ces lunettes. Ces lunettes, ce sont des lunettes à vision latérale. Donc vous avez des micro-caméras là, sur les côtés, vous voyez, qui me retransmettent en fait une image quasiment à 380 degrés dans mon œil via... voilà. Et donc, par exemple, là je vous parle et je vois Kevin. Vous voyez? Et même je lis dans ses pensées. C'est encore plus extraordinaire. C'est vraiment des lunettes incroyables. Et il est en train de se demander quand est-ce que je vais lui passer le micro. Donc en fait, ces lunettes, sérieusement, ce sont en fait, disons que le premier à avoir inventé ces lunettes, c'est Frédéric Bastiat, dans sa fameuse parabole « ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». Et ce sont les lunettes du bon économiste. Enfin, je vais remettre mes vraies lunettes. Donc, ce sont les lunettes du bon économiste, c'est-à-dire de l'économiste qui raisonne bien. Et Frédéric Bastiat nous dit que le bon économiste, c'est celui qui ne s'arrête pas aux effets immédiats, mais qui voit aussi les effets à long terme. Il dit aussi, c'est celui qui ne s'arrête pas seulement aux effets sur un groupe particulier de personnes, mais sur l'ensemble de la société. Et donc, cet outil, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour juger des politiques publiques, pour juger des programmes politiques, et pour voir leur impact. Et cette leçon, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, donc là elle s'affiche ici, au moins le début, c'est la dernière leçon de Frédéric Bastiat. C'est-à-dire qu'il a écrit ça en juillet 1850, quelques mois avant sa mort. Et ce petit pamphlet résume, à mon sens, toute son œuvre. Elle éclaire notamment ce qu'il a appelé les sophismes économiques. Alors qu'est-ce que c'est que les sophismes économiques? Ce sont des raisonnements, alors le mot sophisme, c'est tout simplement un raisonnement trompeur, mais qui a l'apparence du vrai. Et ces raisonnements trompeurs, qu'utilise souvent la classe politique pour faire accepter ces réformes, ces raisonnements trompeurs, justement, consistent à nous cacher la spoliation. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pour but de faire accepter par les gens la spoliation comme étant bonne pour eux. Et donc on va en donner un certain nombre d'exemples. Alors je prends quelques petits exemples, et ensuite je laisserai Kevin parler pour l'emploi, les sophismes de l'emploi. Un sophisme qui est très classique et que Bastiat analyse et réfute, c'est le sophisme du protectionnisme. Lorsque on vous dit que les produits d'importation viennent concurrencer nos propres produits et donc nous volent nos emplois, détruisent nos emplois. Et Bastiat dit, bon oui, alors ça c'est ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en réalité le protectionnisme, quand on met des barrières douanières, augmente le prix des produits, et donc c'est un impôt caché. Donc ce qu'on ne voit pas, au fond, qu'est-ce que c'est? Ce sont les coûts cachés des décisions, des actions politiques, les coûts cachés. Et sur qui reposent ces coûts cachés? Parce que c'est ça aussi qu'il faut mettre en lumière, c'est qui va payer en dernier recours. Je vais vous donner un deuxième exemple, le blocage des loyers. Les hommes politiques nous ressortent ça très souvent. Il faut bloquer les loyers, comme ça on punit les méchants propriétaires qui s'en mettent plein les poches. Mais bon, ça c'est ce qu'on voit, on punit les propriétaires. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que à plus long terme, les propriétaires vont être incités à ne pas mettre en location leurs biens, et du coup, il va y avoir une pénurie de biens locatifs. Et donc, finalement, c'est nous qui en sommes les victimes, c'est-à-dire c'est tout le monde.
Ou bien, dernier exemple, on va faire une taxe sur les transactions financières et on va punir les méchants banquiers et les méchants financiers. En réalité, ce qui va se passer, c'est que les banques vont augmenter leurs coûts de fonctionnement, et c'est nous qui allons payer. Et finalement, c'est tout le monde qui sommes victimes. Voilà, j'en ai terminé pour la leçon générale et je laisse la parole pour quelques illustrations sur l'emploi. Merci Damien. Donc je voudrais vous parler spécifiquement des politiques de l'emploi pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'à l'époque, Frédéric Bastiat observait les ateliers nationaux mis en place en 1848. Il avait déjà des excellentes intuitions pour comprendre pourquoi certains effets politiques produisent des effets très négatifs à long terme, notamment en matière d'emploi. Et je voudrais vous parler d'emploi aujourd'hui parce que nous sommes une majorité de jeunes, c'est organisé par un collectif de jeunes. Et le chômage des jeunes est une vraie question, une question centrale puisqu'elle touche entre 20 et 25% des 18-25 ans. Donc voilà les deux raisons qui me poussent à vous parler de Frédéric Bastiat aujourd'hui. Comme Damien l'a présenté, un bon économiste selon Frédéric Bastiat, c'est celui qui voit des effets à long terme. Donc par exemple, il utilise la parabole de la vitre cassée en prenant l'exemple d'un enfant qui casserait une vitre. Et du coup, son père serait obligé de rembourser cette vitre cassée et l'homme de la rue aurait tendance à dire finalement « Ah ben ça crée de l'emploi pour les vitriers, donc c'est une action positive ». Ça, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas, c'est que tout cet argent qui est utilisé, qui est dépensé par Jacques Bonhomme, donc le bon père de famille, pour réparer la vitre, c'est de l'argent qui ne dépense pas dans d'autres secteurs de l'économie. Donc finalement, il y a ce qu'on appelle un effet d'éviction par l'action d'avoir cassé une vitre, et l'argent aurait été beaucoup mieux utilisé dans d'autres circonstances. Je voudrais donner un exemple de cela en revenant sur un sophisme qu'on entend très souvent, notamment en période de crise, sur l'idée que l'État doit soutenir les secteurs en difficulté pour préserver l'emploi. Donc on a eu un exemple très récent dans le domaine agricole. Donc là, ce que vous voyez, c'est des agriculteurs mécontents sur la place Robert Schuman à Bruxelles et qui manifestent leur mécontentement en brûlant des voitures, en faisant pression auprès de la Commission européenne. Donc ce qu'on voit, c'est effectivement des pertes d'emplois dans le secteur agricole, avec l'ouverture à la concurrence mondiale. On comprend leur désarroi, les pertes d'emplois sont nombreuses dans ce secteur, c'est un secteur très, très tendu. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les effets de long terme. Et les effets de long terme, c'est que les emplois qui sont perdus dans le secteur agricole, à cause notamment de la baisse des prix, ce sont de l'argent économisé par les ménages qui peuvent être utilisés ailleurs. Ce qu'on ne voit pas, c'est que l'ensemble des subventions qui sont allouées au secteur agricole, finalement, d'où provient-il, et Bastien insiste beaucoup là-dessus, c'est sur le contribuable. C'est-à-dire qu'on prend de l'argent contribuable pour défendre un secteur en particulier. Donc les effets à court terme, à long terme sont bons pour un secteur, mais à long terme, c'est mauvais pour l'ensemble de l'économie. Donc ça, c'est un sophisme qu'on entend très souvent. Et Bastiat donne aussi l'exemple, à son époque des ateliers nationaux, des travaux publics. On entend souvent des hommes politiques dire on va faire des travaux publics, on va créer une nouvelle école, une nouvelle bibliothèque, on va créer de nouvelles routes, ça va créer de l'emploi en plus. Donc c'est de moins en moins revendiqué, mais on l'entend de temps en temps. Notamment, vous voyez les panneaux, quand vous vous promenez en France, les panneaux travaux réalisés par le Conseil général, avec l'aide du Conseil régional, etc. Donc ce qu'on voit effectivement, c'est des acteurs politiques locaux très actifs pour défendre la culture, le transport, etc. Donc ça, c'est l'effet à court terme, c'est effectivement des dépenses dans certains secteurs. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que tout cet argent public, finalement, dépensé par en haut, aurait pu être dépensé à des meilleures fins par l'ensemble des contribuables sur un marché où ce qui compte finalement c'est la valeur des biens la vraie valeur des biens sur le marché. Et Bastiat à l'époque il constatait que la tendance des travaux publics et des dépenses publiques c'était à l'inefficacité. Et donc ici des exemples de l'époque. Il parle de parasitisme notamment. Il explique que notamment avec les dépenses publiques, il y a toujours des personnes qui sont finalement des passagers clandestins qui profitent des financements publics en produisant beaucoup moins que ce qu'ils auraient produit dans le secteur privé. Deuxième sophisme qu'on entend, ça concerne les emplois publics. On entend souvent il faut créer des emplois publics pour faire diminuer le chômage. On observe depuis une trentaine d'années des tendances en matière de politique de l'emploi, c'est à la création d'emplois aidés.
notamment des emplois aidés vis-à-vis des jeunes, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc on a créé des contrats emploi solidarité en 1990, contrat initiative embauche en 1995, contrat jeune en entreprise 2002, emploi jeune en 1997, contrat unique d'insertion en 2008 et emploi d'avenir en 2012. Donc vous voyez, c'est toutes tendances confondues, hein, gouvernement socialiste, gouvernement conservateur ou libéral conservateur, sont l'étiquette qu'on emploie souvent avec eux. Et cette même tendance invite les hommes politiques à dire « nous avons créé des emplois ». Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a mis le paquet sur l'emploi. Vous voyez que les dépenses pour l'emploi ont été multipliées par 40 depuis 1973. Et ils insistent notamment sur leur site internet, là j'ai pris une petite capture d'écran de leur site internet, qui disent « nous avons créé 150 000 emplois d'avenir ». Ça c'est ce que l'on voit. En suivant la logique de Bastien, on va voir ce que l'on ne voit pas justement à long terme, c'est que finalement ces politiques sont inefficaces. Parce que le taux de chômage, depuis 1975, vous voyez, la progression est très mauvaise. Le chômage des jeunes aussi entre 20 et 25% depuis une trentaine d'années, donc ça évolue pas non plus. Par contre, ce qui évolue, et ça c'est ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne rappelle pas assez souvent dans le débat public, c'est l'évolution des prélèvements obligatoires. Alors vous voyez, ça explose, hein. On arrive à 44%, que c'est stabilisé autour de 44% depuis plusieurs années. Donc toujours voir ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas aussi avec l'emploi public, c'est que tout l'argent qui est dépensé à recruter des gens dans le secteur public, c'est de l'argent qui aurait pu être utilisé à d'autres fins par des personnes dans le secteur privé pour embaucher ou pour investir. Et ce qu'on ne voit pas aussi, il utilise l'exemple de l'armée, il a dit si on licencie 100 000 fonctionnaires de l'armée et qu'on économise 100 millions, finalement, non seulement on économise de l'argent, mais aussi on met à disposition 100 000 personnes dont les compétences pourraient être utilisées à des fins beaucoup plus utiles sur un marché où chaque bien ou un service a une valeur. Voilà. Troisième sophisme, et je m'en arrêterai là, on entend beaucoup parler ces derniers temps du fait que le progrès technologique, notamment avec les startups de la Silicon Valley qui sont devenues très grosses et qui ont révolutionné le numérique, mettent en péril l'emploi. Alors c'est très amusant parce que si vous lisez le texte, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, de Bastia, il parle à l'époque du fait que les prix des journaux baissaient parce qu'il y avait des révolutions dans l'imprimerie. Et il dit j'achète mon journal 2 fois moins cher qu'auparavant et donc certaines personnes perdent l'emploi à cause de ça. Alors ce qu'on voit effectivement c'est donc là c'est les conducteurs de taxi qui agressent quelqu'un qui utilise Uber. Ce qu'on voit c'est les conducteurs de taxi par exemple qui perdent leur emploi à cause de l'apparition d'Uber qui est favorisé par tous les progrès technologiques qui permettent cette concurrence. Donc effectivement, on a de la sympathie pour les conducteurs de taxi qui risquent de perdre leur emploi et qui perdent une part de marché importante. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est finalement, au global, l'apparition d'Uber et de nouvelles applications et de concurrence que permettent les nouvelles technologies, ça permet aux consommateurs de faire des économies et tout l'argent qui est économisé par les consommateurs leur permet d'utiliser ces ressources à d'autres fins, par exemple pour aller au restaurant, pour se déplacer de manière différente, pour acheter des biens d'éducation. Donc ça c'est la première conséquence positive qu'on ne voit pas à court terme. Ce qu'on ne voit pas non plus, c'est que ça permet de créer d'emplois dans 2 secteurs finalement. Ça permet à un étudiant, pour financer ses études, d'être chauffeur Uber pendant 5 ans. Et puis ça c'est qu'un exemple, ça permet à quelqu'un de compléter ses revenus en faisant une activité le week-end. Donc ça c'est les conséquences dont on parle moins. Et surtout, et ça je voudrais conclure un petit peu là-dessus sur les progrès technologiques, ce qu'on ne voit pas, c'est que ça accroît la liberté de choix des consommateurs. Par exemple, une technologie comme le smartphone, ça permet du bout des doigts de pouvoir choisir sa future compagne, choisir son mode de transport, choisir son université, choisir sa pizzeria pour sortir le soir. Ça permet une palette de choix immense. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'entend pas assez dans le débat public. Je voudrais conclure justement pour dire que vous voyez que l'analyse que faisait Frédéric Bastiat des ateliers nationaux de l'imprimerie de son temps est toujours pertinente. Il y a des concepts qu'on peut utiliser dans le débat public. Et donc si vous voulez nous accompagner dans ce travail d'analyse finalement des penseurs libéraux français qui ont encore des choses à dire aujourd'hui, on vous invite à aller plus loin avec les éditions de l'Institut Copé que vous trouvez sur le stand là-bas, avec la revue Les Sons Faire, qui est une revue qui justement exhume les penseurs libéraux français et qui, vous verrez à la lecture de leurs textes, vous avez l'impression de lire un texte d'actualité. Et enfin, le nouveau projet de l'Institut Copé, c'est le projet d'école de la liberté. L'idée, en fait, c'est d'utiliser la technologie justement des MOOC, Massive Open Online Courses,
pour mettre à disposition de tout un chacun une palette très large de cours interactifs sur le libéralisme, mais pas que, des cours de sciences économiques, de sciences politiques, de sociologie, des cours interactifs sur lesquels vous pouvez vous inscrire et qui durent sur l'espace d'un semestre. Je vous invite à venir en discuter avec moi. Vous avez la plaquette des cours qui est disponible, donc j'attends vos questions avec impatience et peut-être que Damien va conclure en rajoutant un mot. Justement, ces sophismes économiques dont parle Bastien, il faut apprendre à les démasquer. Et justement, un des buts de cette école de la liberté, c'est de nous donner et de vous donner les outils qui vous permettront donc de démythifier soit le mythe de l'État Père Noël, le keynésianisme, l'interventionnisme, etc., qu'on fait toujours passer évidemment pour dans l'intérêt général. Et je reviens encore 2 secondes à Bastien. Un des sophismes justement les plus répandus et auquel Bastien revient toujours, c'est de faire croire que ce qui est bon pour les producteurs, c'est bon pour l'ensemble des Français. Et c'est pas vrai, car en fait, les producteurs, ça n'est jamais qu'un intérêt particulier. L'intérêt général, il s'incarne dans le consommateur. Parce que le consommateur, c'est tous les citoyens, c'est tout le monde, donc c'est nous. Et donc, il faut toujours se demander, c'est ça aussi ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire, si c'est bon pour les producteurs, c'est ce qu'on voit, mais est-ce que c'est bon pour les consommateurs? Et bien souvent, non. Voilà. Donc, c'est pas bon pour l'intérêt général. Bastien disait aussi, il y a 2 moyens de voler autrui. Ça a toujours été comme ça. C'est soit la force, soit la ruse. La force a été beaucoup utilisée par le passé, ça a été souvent la guerre. La guerre est un moyen de spolier, de voler assez facile. Aujourd'hui, dans nos époques démocratiques et parlementaires, ce n'est plus la guerre qui est le moyen le plus utilisé, c'est le vote. Le vote. Parce que, eh bien, on va s'arranger pour faire voter des lois qui vont détourner l'argent public au service de certains intérêts particuliers. Voilà, donc, et là, justement, pour faire voter les gens et pour détourner la loi, c'est là que les sophismes, justement, sont employés, sont utilisés. Bien, merci. Si vous avez des questions... Équitablement, la quantité de travail nécessaire pour la production de sien, il n'y a pas de raison forcément de tenter. Après tout, la nuit, je dors dans un lit, je ne dors pas dans 2 lits. C'est assez trivial comme observation, mais donc il y a l'augmentation du chômage. Je ne vois pas comment on peut nier que la disparition du travail est liée au progrès technologique. Alors oui, on peut pas nier, et c'est ce qu'on voit lorsque, je vous donne un exemple, la SNCF utilise des drones maintenant pour surveiller les voies. Il y a 30 000 km de voies. Donc avant, elle utilisait du personnel. Maintenant, il n'y en a plus besoin. Donc il y a des gens qui se retrouvent au chômage. Oui, mécaniquement. D'accord, ça c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que ces gens-là pourraient retrouver du travail s'il y avait moins de réglementation et si les contrats étaient libres. Or, et donc ils ne resteraient pas dans une société libre où il y aurait moins de réglementation. Ils retrouveraient du travail et donc il n'y aurait pas de chômage. Voilà, alors je donne juste encore un exemple, c'est qu'en Suisse, où il y a nettement moins de réglementation, d'intervention de l'État dans le marché du travail, le salaire médian est 4 fois supérieur à la France. Et le taux de chômage est 3 fois moins élevé. Petite remarque que j'ai entendue l'autre jour à la radio et qui est tout à fait vraie, c'est qu'on avait peur au Moyen-Âge que les nouvelles machines à tisser fassent perdre de l'emploi aux tisseuses, etc. Cette peur, cette crainte du progrès technique, finalement, elle remonte pratiquement au début de l'humanité. Or, on constate que le progrès technique a permis une palette beaucoup plus large de consommation, de complexification de nos sociétés, un résultat beaucoup plus positif. Donc déjà ça. Et deuxièmement, ce qu'on ne voit pas avec effectivement le progrès technique, c'est ce que dit Bastien. Lui, il parle de l'apparition des machines dans les usines. La France avait un peu de retard par rapport à l'Angleterre, et donc lui, il voyait l'avènement des machines dans les usines, qui à court terme, effectivement, faisaient perdre des emplois, mais tous ces gains de productivité augmentaient le profit de l'entreprise qui l'utilisait dans d'autres secteurs, qui créaient de l'emploi. Et on peut s'attendre à ce que, par exemple, je donne un exemple, le métier de community manager, ça n'existait absolument pas il y a 20 ans.
Donc tout ce qu'on observe, c'est ce que Bastia appelle les déplacements d'emplois finalement. Il y a des nouveaux types d'emplois qui sont créés. À court terme, effectivement, il y a des gens qui se retrouvent au chômage, mais à long terme, c'est juste que la structure des emplois se transforme en fait. Je voudrais rebondir